Les notions clés de la psychologie. Les principales branches de la psychologie. La psychologie clinique. La psychologie clinique concerne l'étude approfondie des cas individuels, normaux ou pathologiques, dans le dessein de comprendre et d'expliquer le fonctionnement psychique humain, ses troubles et ses perturbations affectives. La psychologie clinique a également pour objet les aspects psychologiques de la santé, ainsi que les implications psychologiques des maladies somatiques. Elle se centre sur l'individu dans sa spécificité et sa singularité, au plus près de son fonctionnement, ce qui justifie son recours fréquent aux études de cas dans ses descriptions. L'approche générale adoptée par la psychologie clinique est dite biopsychosociale, car elle intègre différents niveaux de facteurs pouvant déclencher, accompagner ou modifier des troubles d'ordre psychique. Les principaux outils de la psychologie clinique sont les entretiens et les bilans psychologiques, comprenant la passation de tests psychométriques et projectifs. Les praticiens peuvent également entreprendre des psychothérapies avec les patients qu'ils reçoivent en entretien. La psychopathologie. Alors la psychopathologie occupe une zone frontalière entre la psychiatrie et la psychologie, par son objet d'étude portant sur les troubles du comportement et de la personnalité. Donc la psychopathologie occupe une zone frontalière entre la psychiatrie et la psychologie par son objet d'étude portant sur les troubles du comportement et de la personnalité. La psychopathologie étudie les troubles psychiques afin de les identifier, les définir et, autant que possible, de les résoudre. Elle mène ainsi sa réflexion sur 3 axes distincts de la maladie mentale: l'étiologie, la sémiologie et la thérapeutique. Donc la psychopathologie mène ainsi sa réflexion sur 3 axes distincts de la maladie mentale: l'étiologie, la sémiologie et la thérapeutique. L'étiologie. L'étiologie est la science des causes. À partir des symptômes et des données connues de l'histoire du sujet, appelées données anamnestiques, la psychopathologie délivre des considérations sur l'origine des troubles ou des signes observés. Donc l'étiologie, c'est la science des causes. À partir des symptômes et des données connues de l'histoire du sujet, données qui sont appelées anamnestiques, la psychopathologie délivre des considérations sur l'origine des troubles ou des signes observés. Les hypothèses étiologiques qu'elle formule s'appliquent alors aux causes déclenchantes. Qu'est-ce qui a déclenché l'apparition de tels signes? Elle s'attache aussi aux causes déterminantes. Pourquoi ce sujet développe-t-il tel signe plutôt qu'un autre? La question des causes déterminantes est toujours beaucoup plus délicate car elle fait appel à une pluralité de facteurs. La surdétermination rend l'origine des troubles difficile à identifier. Prenons l'exemple d'un patient qui décompense une schizophrénie, avec un ensemble de symptômes et de syndromes caractéristiques de cette pathologie. La question portant sur les causes déclenchantes devient : qu'est-ce qui lui a fait révéler les symptômes de cette maladie? Ce peut être une rupture affective. La question portant sur les causes déterminantes est : pourquoi est-il psychotique? Les réponses possibles sont diverses: raisons familiales, sociales, génétiques, biologiques, psychologiques, etc. La sémiologie. La sémiologie, c'est l'étude des signes. Elle concerne l'étude des caractéristiques d'un sujet. Dans le domaine de la psychopathologie, il s'agit des symptômes et syndromes affectant un patient à un moment donné, ainsi que ceux s'étant manifestés par le passé et trouvant un nouvel éclairage lors de la récente décompensation. La sémiologie est la partie la plus rigoureuse et structurée d'une étude de cas. Elle sert de fondement à la connaissance.
L'auteur commence son interprétation à partir de ce matériel recueilli et rapporté. Un tel recueil de signes permet d'organiser la connaissance sur la maladie d'un sujet et de la rendre comparable à d'autres troubles connus, afin de fournir en dernier lieu un diagnostic qui constitue une interprétation à partir des signes relevés et organisés. La thérapeutique. Une thérapeutique propose des solutions ou des traitements applicables au sujet et à sa situation. Elle est fonction du diagnostic en psychopathologie, c'est-à-dire de la nature du trouble identifié, en tenant compte des ressources et fragilités du sujet. Elle vise l'amélioration de l'état du patient, dans le respect de son intégrité physique et psychique. Les traitements de la maladie mentale sont aujourd'hui très variés, de la prise en charge médicamenteuse à la psychothérapie, en passant par des formes moins communes telles que le psychodrame ou l'hypnose. L'anamnèse, la sémiologie, l'étiologie et la thérapeutique constituent les temps majeurs de l'élaboration d'une étude de cas en psychopathologie. L'étudiant devra toujours être capable de bien les identifier, afin de recueillir les données concernant un sujet et de lui proposer un traitement pertinent. Donc, après la psychologie clinique, la psychopathologie, on a la psychologie développementale. Donc, la psychologie développementale. La psychologie développementale étudie le développement et le comportement humain, de la naissance jusqu'à la vieillesse. Elle s'efforce d'identifier clairement et de décrire en différentes phases les conduites caractéristiques de la petite enfance, de l'enfance, de l'adolescence, de l'âge adulte jusqu'à la sénescence. Il convient de distinguer les trois domaines que sont la psychologie du développement, la psychologie de l'enfant et la psychologie génétique. Donc il convient de distinguer les trois domaines que sont la psychologie du développement, la psychologie de l'enfant et la psychologie génétique. Alors la psychologie du développement. Elle considère le développement comme l'histoire des changements dans la conduite d'un individu. Elle a pour objectif l'analyse des mécanismes de ces changements et permet la réunification des savoirs offerts par la psychologie de l'enfant et la méthode de la psychologie génétique. La psychologie de l'enfant. La psychologie de l'enfant vise à appréhender l'enfant dans sa globalité. Elle se trouve donc au croisement de différents champs d'études, du registre biologique, social et psychologique. Elle peut être envisagée comme une pratique et une théorie. Une pratique. Sous l'angle d'une pratique, la psychologie de l'enfant a pour objet d'étude l'enfant dans son milieu, dans ses comportements propres, premier réflexe à la naissance, et dans ses interactions avec les éléments du monde extérieur, étude des relations mère-enfant. On parle alors d'une psychologie appliquée. Elle possède ses méthodes et ses outils propres, comme l'examen psychologique de l'enfant. Une théorie. Sous l'angle d'une théorie, elle devient la recherche fondamentale sur l'enfant, dont l'étendue des connaissances, tout particulièrement chez le nourrisson, est actuellement en pleine expansion. Cette recherche s'effectue généralement en laboratoire, auprès d'enfants accompagnés de leurs parents, ou à travers l'étude de films familiaux à des fins d'analyse rétrospective. Cas des études sur l'autisme par exemple. La psychologie génétique. Ce mode d'investigation ne se contente pas de décrire les traits typiques du comportement à tel âge, mais essaye d'en expliquer la genèse. Il met en évidence le comment et le pourquoi des modifications successives du comportement au cours de la vie d'un être humain. La psychologie génétique induit donc un morcellement dans l'appréhension de l'enfant, car elle s'applique à différents niveaux. Le développement moteur, le développement social, le développement intellectuel et le développement affectif. La psychologie expérimentale.
Domaine de la psychologie générale, la psychologie expérimentale cherche à établir les lois universelles des processus cognitifs. Entre parenthèses, sensation, perception, raisonnement, mémoire, etc. Par le biais de la méthode expérimentale. L'expérimentation vise à mettre à l'épreuve des hypothèses qui tendent le plus souvent à établir des liens de causalité entre des événements internes ou externes à l'individu et le comportement de celui-ci. Son but est donc d'établir des relations de causalité entre des événements et par la suite de rendre possible la prédiction de l'apparition des événements. Les recherches en psychologie expérimentale s'effectuent donc essentiellement en laboratoire, afin de contrôler un maximum de variables au cours du processus exploratoire. Aujourd'hui, la méthode expérimentale en laboratoire et sur le terrain domine largement la recherche en psychologie, notamment cognitive. La psychologie expérimentale ne constitue donc pas réellement un domaine particulier, mais concerne de fait toutes les branches de la psychologie recourant à sa méthode. La psychologie différentielle. La psychologie différentielle est une sous-discipline de la psychologie qui s'attache à décrire et expliquer les différences entre des individus ou des groupes d'individus. Comme la psychologie expérimentale, elle cherche à établir des lois. Elle s'appuie essentiellement sur l'observation objective des différences relativement stables existant entre des individus ou des groupes d'individus dans leur façon de se comporter. Elle utilise beaucoup les tests afin d'objectiver différences et variations et d'appliquer des analyses statistiques aux données recueillies. Pratiquement tous les phénomènes étudiés par la psychologie ont fait l'objet d'une approche différentielle, même si l'intelligence et la personnalité en constituent les thèmes privilégiés. Le premier niveau d'explication de la psychologie différentielle cherche à fournir que la psychologie, le premier niveau, alors je recommence, le premier niveau d'explication, que la psychologie différentielle cherche à fournir, porte sur les liens de causalité, en cherchant à mettre en évidence le réseau de relations qui relie les différences entre les comportements. Le second niveau d'explication vise à tester la pertinence d'un modèle causal permettant de démontrer que les différences observées dans tel ou tel comportement sont la résultante de variables dont on est en mesure d'évaluer les effets. Alors, après la psychologie clinique, la psychopathologie, la psychologie développementale, la psychologie expérimentale, la psychologie différentielle, on arrive à la psychologie cognitive. La psychologie cognitive n'est pas une science du comportement, mais porte sur l'étude des processus et des structures de la cognition. Elle propose une modélisation des activités cognitives internes telles que la perception, la mémoire, le langage et les représentations. La comparaison du cerveau humain avec un ordinateur sert de référence à l'élaboration et à la validation de ces modèles. La psychologie cognitive étudie les fonctions de connaissance aboutissant à des représentations mentales afin d'en dégager des lois générales concernant le traitement, l'organisation et le stockage de l'information dans le cerveau humain. Elle s'attache à découvrir les démarches utilisées par le sujet observé dans sa résolution d'une tâche et à reconstituer les procédures mentales mises en œuvre au cours de ce travail. Donc je la reprends. La psychologie cognitive étudie les fonctions de connaissance aboutissant à des représentations mentales afin d'en dégager des lois générales concernant le traitement, l'organisation et le stockage de l'information dans le cerveau humain.
Elle s'attache à découvrir les démarches utilisées par le sujet observé dans sa résolution d'une tâche et à reconstituer les procédures mentales mises en œuvre au cours de ce travail. Ces expérimentations sont donc souvent menées en laboratoire, au cours d'expériences très contrôlées. Ces résultats intéressent aussi bien la psychologie générale que la neuropsychologie. La psychologie cognitive a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années, acquérant un statut privilégié à l'université et dans les laboratoires. La psychologie sociale. La psychologie sociale a pour objet l'étude des rapports entre les individus au sein d'un groupe social, comme la foule, la famille ou l'entreprise. Elle tente également d'évaluer l'influence exercée par les groupes sociaux sur les fonctions psychologiques de l'individu, comme la mémoire, la perception ou la motivation. La psychologie sociale assure un lien entre la sociologie et la psychologie, en se centrant sur l'individu dans son environnement social. Elle étudie l'interaction entre les variables psychiques et sociologiques. Ces outils sont essentiellement des enquêtes et des sondages, ainsi que des entretiens, le plus souvent directifs ou semi-directifs, facilitant le recueil et l'analyse des données. La psychologie du travail. Définition. Donc définition de la psychologie du travail. Donc elle s'intéresse au rapport entre l'individu et son milieu professionnel. Elle se situe donc à la fois sur un plan individuel et groupal, tant au niveau de la personne que de l'institution. La psychologie du travail intervient à différents niveaux au sein de l'entreprise. Elle sert au recrutement, à la formation et à la gestion des carrières. Elle apporte des connaissances dans l'organisation du travail et la communication, tout en jouant un rôle médiateur dans la résolution des conflits. Dans tous les cas, la psychologie du travail vise la meilleure adéquation possible entre les différents acteurs et facteurs en présence. Elle cherche à améliorer les conditions de travail. Donc elle cherche à améliorer les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité des travailleurs, tout en tenant compte des intérêts de l'entreprise. L'ergonomie. L'ergonomie constitue une branche spécifique et presque indépendante de la psychologie du travail. Elle vise à développer la productivité et les bonnes conditions de travail. Elle étudie de manière qualitative et quantitative l'acte productif dans l'entreprise, afin d'en améliorer les conditions et la productivité. Le courant actuel analyse les conditions d'interaction entre l'homme et la machine, prenant en compte les importantes variations de l'environnement, dues par exemple aux incessantes évolutions techniques. La psychophysiologie. La psychophysiologie étudie les bases physiologiques des fonctions mentales, perception, langage, sommeil, rêve, motricité, etc. Elle comporte donc une étude approfondie de l'anatomie des systèmes nerveux et endocriniens, depuis sa genèse in utero jusqu'à son fonctionnement adulte. L'étude des structures impliquées dans les principales fonctions mentales et des interactions entre celles-ci permet également de saisir l'origine et l'étendue des perturbations produites dans la maladie mentale, entre parenthèses, dépression, schizophrénie, etc., ou lors de l'absorption d'un toxique. Cette discipline appartient aux neurosciences et jette un pont entre les sciences exactes et les sciences de l'homme. Et enfin, la neuropsychologie. Donc la neuropsychologie établit des relations entre les processus nerveux et les structures psychiques. Ces applications sont nombreuses en psychopharmacologie, afin de comprendre par exemple le mode d'action des psychotropes ou lors de rééducation. La neuropsychologie évalue le fonctionnement du système nerveux central, affectant la manière de penser, de sentir, de se comporter, etc.
Elle émet des hypothèses sur des liens entre phénomènes psychiques et physiologiques et partage ainsi certains de ses objets et résultats avec l'expérimentation cognitive. C'est grâce à la neuropsychologie que l'on dresse un état des ressources et défaillances psychologiques et comportementales qui sont reliées à la dysfonction neurologique d'un patient. Voilà, donc je récapitule les principales branches de la psychologie: la psychologie clinique, la psychopathologie, la psychologie développementale, la psychologie expérimentale, la psychologie différentielle, la psychologie cognitive, la psychologie sociale, la psychologie du travail, la psychophysiologie et la neuropsychologie.